Salutations! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo revue lecture. Ça fait pas mal de temps que je n'ai de 1 pas fait de revue lecture et de 2 pas fait de revue lecture sur les romans. J'ai pas beaucoup lu de romans en début d'année, ça fait d'ailleurs partie des choses que j'aimerais mettre en place. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo sur mon bilan de ces 6 premiers mois, mais j'ai quand même lu quelques romans pendant ces 6 mois, et surtout j'en ai lu 3 ces derniers temps qui ont été vraiment très bien. Ça a été des très bonnes lectures, très différentes, et donc je me suis dit que ce serait pas mal de vous en parler. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est je pense mon préféré, je ne sais pas, peut-être. En tout cas c'est une de mes meilleures lectures de l'année pour l'instant, c'est Gora de Tagore, que je vous avais montré donc dans ma dernière vidéo bilan, encore une fois. Je vous en avais pas trop parlé parce que justement j'avais envie de le faire un peu plus de manière approfondie dans cette vidéo. Donc Gora de Tagore, c'est un des grands romans écrits par Tagore. Tagore qui est un des grands écrivains indiens, en tout cas pour ce qui est de la littérature indienne contemporaine. C'est un des premiers, si ce n'est le premier, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à avoir reçu, donc le premier auteur indien à avoir reçu le prix Nobel de littérature dans les années 10 environ. Et Tagore est un auteur assez intéressant parce que il reflète bien ce qu'est la littérature indienne, en tout cas celle de cette période-là, quelles sont ses interrogations, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle met en scène en fait par le biais de la littérature, puisque les livres de Tagore, moi j'en ai déjà lu 2, un recueil de poésie que j'avais beaucoup aimé, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, et un roman que j'avais nettement moins aimé, qui s'appelle La Maison et le Monde. Et en fait, même si donc La Maison et le Monde j'avais pas beaucoup apprécié, c'est vrai qu'on ressentait quand même des choses qu'on a aussi dans Gora, mais beaucoup mieux, puisque Gora est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu très rapidement en 3-4 jours je crois, alors qu'il est quand même assez gros. Ces problématiques, ce sont celles de l'identité et de la libération. En fait, Tagore, c'est un auteur qui retranscrit ce que sont les questionnements en Inde au début du XXe siècle, c'est-à-dire dans une Inde qui a été colonisée depuis très longtemps, qui, parce que on le dit pas forcément beaucoup, parce qu'on parle beaucoup quand on parle de la décolonisation de l'Inde, de la toute fin de la décolonisation, mais en fait la décolonisation indienne, c'est une période extrêmement longue. On a des revendications d'indépendance très tôt au XXe siècle en Inde, au tout début du XXe siècle, et donc ça va mettre des années, voire des dizaines d'années à aboutir. Et donc la littérature est vraiment le réceptacle, pas que la littérature, mais la littérature en fait partie, des réceptacles de ces mouvements, de ces envies et de ces interrogations autour de la libération. Et plus précisément, en fait, ce qu'interroge la littérature indienne et ce qu'interroge Gora, c'est comment on se libère, et donc comment on affirme une identité nationale, une identité collective dans une perspective de libération, alors qu'on a été colonisé, alors que ça fait des dizaines d'années qu'on nous explique que notre culture est quand même pas terrible, voire franchement nulle, et donc il faut s'adapter aux rites et à la culture du colonisateur. Comment aussi on s'affirme en tant que nation quand la religion est quelque chose de structurant chez nous, et que pourtant on est dans une période de moins en moins religieuse, une partie de la population se désintéresse de la religion, quand il y a aussi des tensions très fortes entre communautés religieuses. On pense à la tension la plus connue, je pense, quand on parle de l'Inde et de la décolonisation indienne, et aussi de la suite de la décolonisation indienne, qui est l'opposition entre les hindous et les musulmans, mais en réalité le tableau religieux de l'Inde à l'époque est beaucoup plus fragmenté que ça. On a des plus petites communautés chrétiennes, on a au sein de l'hindouisme et au sein des musulmans des schismes et des conceptions de la religion qui sont pas les mêmes. Donc comment on fait, alors même qu'on sent bien que la religion peut être un moteur d'affirmation d'une identité et d'une libération, et bien de l'autre côté, il y a une fragmentation, il y a des oppositions, etc. Comment aussi on fait pour gérer cette question religieuse quand on a une religion, et ça c'est très intéressant parce que c'est un des thèmes essentiels de Gora, quand on a une religion qui est assez invasive sur le plan de ce que l'on est, de comment on vit, donc une religion qui n'est pas simplement une pure spiritualité, mais aussi quelque chose de l'ordre du social en fait, il faut se conformer à tout un tas de dogmes, sinon vous êtes rejeté par votre communauté. Et bien comment on fait là encore pour s'affirmer collectivement et individuellement quand on sent qu'on a quand même une volonté au sein de la population, en tout cas au sein d'une partie de la population, de se dégager de ces carcans religieux,
milieu pour s'affirmer, pour gagner en indépendance. Et il y a la question des femmes derrière qui est évidente et qui est posée par ce texte. Peut-être pas frontalement, mais c'est une des problématiques qu'aborde ce texte. Donc c'est vrai qu'en ça, c'est un texte vraiment très intéressant sur cette question de l'identité dans un contexte de libération, d'identité dans un contexte de lutte pour la décolonisation. Et je trouve que c'est très très bien traité dans Goura. En fait, le problème que moi j'avais eu avec La Maison et le Monde, c'est qu'on avait un point de départ qui était assez similaire. On avait une toile de fond qui était à peu près la même, c'est-à-dire cette volonté de se libérer du joug britannique, globalement, cette volonté aussi de réaffirmer le fait que l'identité indienne n'est pas une identité totalement merdique. Mais en fait, le problème, c'est que comme on traite quand même de questions qui sont assez complexe, où il faut y aller avec beaucoup de subtilité, beaucoup de nuances pour dire véritablement quelque chose d'intelligent et quelque chose qui parle au lecteur et à la lectrice, ça peut vite être raté. Et en fait, dans La Maison et le Monde, on était dans un propos qui était extrêmement dogmatique, puisqu'on avait des personnages qui étaient campés sur des positions, qui défendaient tous exactement les mêmes positions, positions qui n'étaient pas forcément toujours les miennes, on va dire, hein, qui étaient un brin réactionnaire et en tout cas très stéréotypé, et donc ça faisait de la lecture une lecture assez désagréable. Et en fait dans Goura, on retrouve des personnages qui sont un peu comme ça, c'est-à-dire que la base de Goura, c'est le personnage de Goura, puisque Goura, enfin le titre, c'est aussi le nom du personnage principal du livre. C'est un jeune homme qui vit au début, enfin un peu avant que l'histoire ne commence, une sorte de révélation mystico-religieuse, où alors même qu'il a jamais été très proche de l'hindouisme, qui est la religion de sa famille, il se dit en fait l'hindouisme c'est super, il faut voilà, se jeter là-dedans, et donc c'est ce qu'il fait, hein, il se jette vraiment là-dedans, donc il faut respecter absolument tous les dogmes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a justement une vision de la religion qui est... Alors il y a une forme de spiritualité chez lui, hein, heureusement, parce que sinon il serait très antipathique, mais il y a aussi un côté très carcan social, très la religion, c'est aussi ce qui nous donne tout un tas de normes qu'il faut absolument respecter, il faut être un bon indien, un bon hindou, et donc il faut faire ça, etc. Et donc lui il est un peu dans cette perspective-là, et en fait va graviter autour de lui tout un tas d'autres personnages, et c'est ça qui fait de Goura un roman un peu choral, extrêmement intéressant, extrêmement subtil et assez brillant en fait, honnêtement, parce que tous ces personnages vont avoir des rapports un peu différents de lui, et des rapports avec lui qui vont évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Il y a sa mère notamment qui est dans quelque chose de très différent, où on comprend d'ailleurs le pourquoi au fur et à mesure du livre, et c'est vraiment très émouvant, qui a une distance en fait, elle croit en Dieu, mais elle est un peu dans cette idée de bah je crois et j'ai pas besoin de donner des gages à tout le monde en permanence, et à tous ceux qui m'entourent et à toutes celles qui m'entourent en permanence. Moi je crois et ça me suffit en fait, je réglerai mes comptes avec Dieu directement plus tard. Il y a également son meilleur ami qui est au début très sous l'emprise de Goura, et qui en fait, bon, globalement, dans ce roman, il y a un peu une histoire d'amour, il y a une forme d'histoire d'amour. En tout cas, il y a des jeunes filles qui vont un peu rentrer dans leur vie, et ces jeunes filles appartiennent à une secte chrétienne. Je vous avais parlé justement de ces sectes avant, dans le tableau des religions en Inde à l'époque. Et forcément, c'est un peu compliqué, puisque Goura et son ami, par ricochet, parce que son ami est très influencé par lui, au début se disent ce ne sont pas des hindous, donc c'est pas possible, limite on peut pas leur parler, quoi. C'est inadmissible. Et en fait, progressivement, cet ami va vraiment se détacher de ça, va découvrir l'amour. C'est un peu un roman aussi d'apprentissage, on pourrait dire, et donc va avoir des perspectives qui changent, et il va y avoir des dialogues entre eux, et ils vont se construire différemment, et donc on va pouvoir comparer leur parcours de vie, leur regard sur la vie, qui va devenir de plus en plus différent, sans pour autant que ça brise définitivement l'amitié. Et donc c'est ce qui fait que c'est un livre qui est très intéressant, parce que c'est un roman avec de multiples de personnages, qui est extrêmement foisonnant, dans lesquels chaque personnage va petit à petit s'affirmer, affirmer une vision du monde, affirmer un rapport à l'autre, affirmer un rapport à la différence, affirmer un rapport à la religion aussi, et ces différents rapports vont converser, vont se rencontrer, vont s'opposer aussi, et c'est ce qui fait pour moi le sel en fait de la littérature, en tout cas sur ces questions-là, c'est cette possibilité justement de créer cette espèce de bouquet de personnages dans lequel on va pouvoir puiser, dans lequel on va pouvoir voir tout simplement différentes perspectives, et c'est ce qui fait de ce livre un livre extrêmement intéressant, un livre dont on s'ennuie pas aussi, parce qu'il y a vraiment des évolutions qui sont extrêmement intéressantes à suivre, et on se prend vraiment au jeu. Les petites histoires d'amour qu'il y a sont très sympathiques, j'ai trouvé.
pas du tout cucu, vraiment, et en même temps pas non plus, voilà, il n'y a pas un côté tragique et grandiloquent, etc. Et puis il y a ce que j'adore honnêtement dans la littérature indienne, en tout cas dans une partie de la littérature indienne, c'est ce côté vraiment fresque, roman très gros, où il se passe pas mal de choses, où on voit des gens évoluer, des gens grandir, etc. Moi j'aime beaucoup et ça m'a énormément plu. Donc c'est un livre vraiment génial. Moi j'étais, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, dans un sentiment un peu entre deux avant de le commencer. Je savais vraiment pas si j'allais aimer, parce que La Maison et le Monde avait été un très très mauvais livre que j'avais arrêté avant la fin, mais je regrette pas d'avoir essayé celui-ci et je vous le conseille vraiment. Il passe tout seul, il se lit très très vite et c'est vraiment un très très beau livre et un très très grand livre, hyper à la fois passionnant et en même temps très très intéressant et enrichissant, je pense. Ensuite, on passe à une autre époque et un autre style aussi, puisque je vais vous présenter de la littérature française contemporaine avec ce roman. Donc c'est Les années d'Annie Ernaux. C'est une copine qui me l'a conseillé pendant très très longtemps et qui me l'a même acheté, et donc je l'ai lu, ça y est, c'est fait, et j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors honnêtement, ça c'est... j'avais jamais lu Annie Ernaux, je connaissais pas du tout, enfin j'en avais entendu parler assez régulièrement, mais je ne l'avais jamais lu, donc je savais même pas du tout quel était son style, quel était son type de roman, son type de narration, son type de personnage, enfin je n'en avais absolument aucune idée. J'ai même pas vraiment lu la 4e de couverture en plus, je me suis vraiment lancée là-dedans et je regrette pas parce que ça a vraiment été un peu une sorte de petites parenthèses. Je pense que c'est lié aussi au fait que je l'ai lu dans le train. C'est un livre que j'ai pris avec moi dans le train et donc j'ai lu que ça en fait pendant mon voyage en train. Donc je l'ai lu de manière très très condensée et c'était assez adapté à ce type de livre parce que ça m'a donné voilà, cette idée un peu, cet esprit très atmosphérique, on rentre dans une ambiance, dans une façon d'écrire et puis on en ressort à la fin et on est arrivé et le trajet est fini. Les années d'Annie Ernaux, c'est un livre qui met en scène la question de la mémoire et de l'interaction au niveau de la mémoire entre l'individuel, l'autobiographique et quelque chose de plus collectif, et qui le fait très très bien. C'est-à-dire qu'en fait, quand on y réfléchit, c'est un postulat assez risqué puisqu'en fait Annie Ernaux va repartir de sa vie. On comprend au fur et à mesure que beaucoup d'événements sont liés à elle, mais va en permanence remettre ces éléments de son autobiographie dans quelque chose de collectif qui est l'expérience de sa génération. Cette génération, c'est laquelle? C'est celle qui est née à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, donc en 44-45, et qui va vivre jusque... Le livre a été écrit en 2008. Donc vous voyez à peu près quel type de quel type de génération on est en train de parler, et donc il y a une interaction permanente entre les deux. Et ce qui est assez bien fait, c'est qu'elle arrive vraiment à retranscrire cette idée de souvenirs, de moments que tout le monde a vécu. Et il y a même des dialogues au-delà de sa génération, je pense, c'est-à-dire qu'il y a des choses dont elle parle qu'on a expérimentées, alors même que, enfin moi je suis pas née en 44, je pense que ça se voit, ou alors je suis très bien conservée, mais bref. Mais donc il y a cet esprit un peu, voilà, ce sont des événements, il y a toute la question de la pilule par exemple, et comment ça change vraiment le rapport à la sexualité quand ça arrive, mais également on garde toujours un ancrage individuel, émotionnel, et c'est très risqué en fait comme truc, parce que c'est vraiment, on a l'impression de plonger dans une mémoire, de plonger dans des souvenirs, et les souvenirs et la mémoire c'est quand même quelque chose de fondamentalement personnel, de fondamentalement individuel, donc c'était très risqué de vouloir le faire en ajoutant ces éléments qui s'inscrivent, eux, dans une expérience presque impersonnelle, en fait. Donc il y a ce rapport permanent entre le collectif et l'individuel, entre le personnel et l'impersonnel, pardon, qui est très bien réussi, qui fait une ambiance très singulière. C'est pour ça que je vous disais, il y a cette espèce de bulle, de parenthèse dans laquelle on plonge. C'est vraiment un livre très différent de ce que moi j'avais pu lire. Ça intéressera... Alors, je lis pas beaucoup de livres pour ma part sur la mémoire, c'est pas ce qui m'attire en littérature, sans dire ça m'intéresse pas du tout, mais c'est pas forcément les livres vers lesquels je me tourne spontanément. Mais je pense que si c'est votre cas, ça peut vraiment vous intéresser, parce que c'est une façon de le traiter qui est pas habituelle et qui est très réussie. C'est
très bien écrit, vraiment. Il y a des moments où elle m'a fait sourire, où elle m'a beaucoup émue, alors il y a des moments aussi où forcément tous ces trucs-là... on est un peu à côté parce que ça nous parle moins, mais généralement ça a été le cas et ça a vraiment été une lecture, une lecture à part que j'ai beaucoup. Et sur ce, on arrive au dernier livre de cette vidéo et dernier roman aussi que j'ai lu. C'est ce livre-ci, donc c'est encore une fois un autre style, un autre pays puisque c'est un roman hongrois qui a été écrit dans les années 40-50. Ce roman s'appelle L'Enfant du Danube et il a été écrit par János Székely. Comme d'habitude, vous trouverez le nom des auteurs-autrices, le titre et les maisons d'édition dans la barre d'infos si jamais il y a un des livres que je vous ai présenté qui vous intéresse et que vous voulez retrouver plus facilement. Donc ce livre, c'est un livre que je ne connaissais pas du tout avant de l'acheter et avant de le lire. C'est un livre que j'ai hésité très longuement à acheter. Je suis tombée dessus un peu par hasard parce que je traînais du côté de la littérature hongroise dans une librairie et je suis tombée dessus et en fait c'est la première page que je vous lirai ou que je vous mettrai dans la barre d'infos en entier qui m'a fait adhérer. Enfin, voilà, je pense que c'est la meilleure première page que j'ai lue de toute ma vie pour l'instant parce que elle est douce amère et elle est profondément juste et émouvante. Enfin, j'ai tout aimé dans cette première page et elle avait un petit fond d'Oliver Twist, mais on reviendra dessus juste après. Et donc je l'ai acheté, je l'ai lu extrêmement rapidement, un peu comme Gora. Ça a été vraiment un livre que j'ai dévoré, j'avais trop envie de savoir la suite, je lisais des 200-300 pages et je me couchais très tard, mais c'est pas grave, c'était les vacances donc ça allait. Donc L'Enfant du Danube, c'est un roman, là encore un roman d'apprentissage écrit à la première personne, dans lequel on va suivre un petit garçon qui est né dans un petit village de Hongrie, qui est le fils d'une fille-mère, entre guillemets, c'est-à-dire que sa mère a 16 ans quand elle tombe enceinte d'un homme qui l'a rencontré, ils couchent ensemble et ensuite il repart, c'est un marin, un peu le beau gosse du village, celui qui fait tomber et qui séduit toutes les femmes, mais qui n'assume pas trop derrière, et donc sa mère à 16 ans se retrouve enceinte, essaye d'avorter, ça ne fonctionne pas, et donc elle met au monde cet enfant, elle doit en assumer la charge économique et symbolique, et donc elle le confie à une ancienne prostituée qui s'est installée dans le village et qui, à ses heures, est faiseuse d'anges et également recueille justement ces enfants-là, moyennant une pension assez onéreuse qui lui permet de bien vivre aux dépens de toutes ces pauvres jeunes filles qui sont tombées enceintes sans le vouloir et qui se retrouvent un peu perdues dans cette Hongrie du début du siècle. Et donc sa mère part à Budapest et lui est éduqué là-bas jusqu'à ses 14 ans, en gros jusqu'à un événement que je vais pas vous raconter parce que c'est un peu un des points intéressants du livre, donc c'est mieux de le découvrir en lisant le livre. Donc il passe la première partie de sa vie dans ce village un peu perdu, dans la pauvreté. La question de la pauvreté dans ce livre est d'ailleurs une question qui est assez traitée de manière assez intéressante et pas forcément habituelle, donc je pense que je vous en reparlerai aussi après. Et donc à 14 ans, il est obligé de quitter son village, il arrive à Budapest, il retrouve sa mère et il est employé dans un hôtel, et ça va être là encore l'occasion de nous montrer la réalité politique, économique et sociale de la Hongrie. Donc c'est un livre qui est assez intéressant, qui reprend tout ce que j'aime beaucoup en littérature, c'est-à-dire des romans où on va suivre pendant des pages et des pages un personnage, des romans où on va suivre pas juste un personnage mais l'évolution de ce personnage, l'apprentissage de ce personnage, comment il va se confronter à la vie, comment il va apprendre la réalité de ce monde. C'est aussi un livre qui a une ambiance que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que la Hongrie du début du siècle n'est pas sans rappeler dans la peinture qui est faite des personnages et dans la peinture qui est faite des bâtiments et l'ambiance générale, les romans du 19e, parmi lesquels Zola, Balzac et puis aussi Dickens avec Oliver Twist. Il y a un côté très Oliver Twist là-dedans et très... Oliver Twist dans la Hongrie du début du siècle, ce que j'ai beaucoup aimé parce que Oliver Twist c'est un roman que j'aime énormément, donc dans l'atmosphère, dans l'ambiance, dans les personnages, les parallèles qu'on peut faire avec la littérature du 19e m'a énormément plu et a participé à mon attrait et à mon goût pour ce livre. Et c'est un livre qui... est à la fois effectivement un roman d'éducation, on pourrait dire un roman d'apprentissage, et en même temps un roman très politique. Et je vous disais que la question de la politique, comme la question de la pauvreté, est une question qui est traitée par ce livre, mais de manière assez intéressante et assez inhabituelle. C'est-à-dire que pour ce qui est de la pauvreté, on est face à un personnage qui est extrêmement pauvre, ça c'est évident. Sa mère est une petite paysanne qui en plus l'a eu à un âge où tout le monde va lui reprocher jusqu'à la fin de sa vie, et à un âge où elle ne gagnait rien du tout. Donc
qui vit dans la pauvreté toute sa vie, ça c'est un fait, mais par rapport à ce qui se fait habituellement en littérature, c'est une pauvreté qui est peut-être moins théâtrale que ce qu'on représente d'habitude. C'est-à-dire que c'est pas Cosette, en fait, ce personnage-là, au sens où il n'y a pas du tout ce côté acharnement du sort. Et c'est en ça que c'est un livre qui est, je pense, fondamentalement politique, parce que la manière dont la pauvreté est traitée est une manière politique, c'est-à-dire que ça n'est pas la fatalité qui s'acharne, ce sont les règles économiques, les règles politiques de cette période-là qui font que si vous êtes né au mauvais endroit, au mauvais moment, ça va être extrêmement dur pour vous. Et il y a une forme de commun, de banal dans la pauvreté de ce gamin, où on se rend compte qu'il n'est pas plus pauvre que tous ceux qui l'entourent en réalité. Et c'est pour ça qu'il n'est pas Cosette en fait, c'est l'anti-Cosette. Et je dis au passage que j'adore Cosette, j'adore Victor Hugo, j'adore Les Misérables, donc c'est pas du tout une critique que je fais à ce type de roman. Ce que je dis, c'est que c'est intéressant d'avoir un autre traitement de la pauvreté, qui est un traitement plus réaliste, hein, quand même, on pourrait dire, et où voilà, il n'y a pas du tout... oui, c'est ça, il n'y a pas ce côté un peu grandiloquent, ce côté un peu acharnement, un peu fatalité à l'œuvre, un peu excessif qu'on peut retrouver. C'est une pauvreté du quotidien, une pauvreté qui est terrible, une pauvreté qui est très forte, mais une pauvreté du quotidien. Et c'est un peu pareil dans la politique. La question politique est très présente parce que c'est un livre qui est à la fois un roman d'apprentissage et à la fois un roman qui revient sur la réalité politique, économique et sociale de la Hongrie de l'entre-deux-guerres, globalement, avec la montée du fascisme, avec un chômage de masse, avec des inégalités qui grimpent, avec un gouvernement qui devient de plus en plus autoritaire et des gens qui meurent de faim, hein, donc on veut dépeindre ça, et c'est dépeint. Et puis également ce qui m'a vraiment... Enfin, ce que j'ai beaucoup aimé et ce que j'ai à la fois beaucoup de mal à décrire, c'est que la question politique est omniprésente, mais la question politique au sens vraiment des partis politiques, c'est-à-dire qu'il va dépeindre les jeunes qui s'engagent dans les partis sociodémocrates et dans les partis communistes et qui sont pourchassés jusque dans les caves par le gouvernement. Donc c'est très présent et c'est pas juste quelque chose d'un peu abstrait de « ah oui, ce serait bien un jour peut-être de lutter contre l'inégalité ». Non, pas du tout, c'est vraiment décrit de manière très concrète et extrêmement précise, et ça c'est pas si habituel que ça en littérature. Mais de l'autre côté, bien que la question politique soit omniprésente, parce que c'est quand même un très grand livre sur l'inégalité et sur ce qu'est concrètement l'inégalité et ce qu'est concrètement la pauvreté, le personnage lui-même est dans un rapport très ambivalent à la politique, où c'est pas du tout comme on peut trouver dans pas mal de romans, voilà, d'un coup il s'engage dans un parti et il devient le Che Guevara de la Hongrie ou que sais-je, c'est pas ce chemin qui est pris par l'auteur, ce qui est assez déstabilisant par moments, parce qu'il est toujours sur ce fil où on se dit bah il y a bien un moment où il va concrètement s'engager et on va vraiment basculer dans un roman sur la politique et sur l'épanouissement et la réussite, enfin peut-être pas l'épanouissement et la réussite, mais sur l'apprentissage par le biais de la politique, on ne tombe jamais là-dedans, et en même temps c'est une question omniprésente. Donc c'est vraiment un livre qui est très intéressant sur tous ces points. Le personnage est lui-même très attachant et lui-même très humain, au sens où il a des côtés à la fois très à se sacrifier pour sa mère pendant des pages et des pages, et ça fait très très mal au cœur, et en même temps de l'autre côté il peut être très bête, très égoïste, très ado en fait. Voilà, c'est un très bon livre. Je pense qu'il n'est pas très connu pour ce qui est de la littérature hongroise, mais vraiment si la littérature hongroise vous plaît et vous intéresse, et si la littérature de cette période-là vous plaît et vous intéresse, et si la description aussi de la Hongrie de cette époque vous plaît, vous intéresse encore une fois, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un livre qui peut être, qui déjà se lit extrêmement vite, extrêmement bien, et qui est en plus très très intéressant. Voilà, c'est tout pour mes 3 derniers livres niveau roman. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura été l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir des titres. J'espère aussi vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut!